Bonjour à toutes, bonjour à tous. La guerre, déjà dans l'espace, c'est la question que nous allons nous poser avec Fabrice Ravel dans ses rendez-vous de la géopolitique. Alors, vous l'aurez certainement noté, il y a l'usage du terme déjà. Cela indique ou cela laisse suggérer que nous serions déjà dans une situation de guerre dans l'espace, ce qui n'est pas a priori perceptible pour les commentateurs, les observateurs ou autres analystes. Nous allons revenir sur cette situation, nous allons évidemment voir quels sont les impacts au niveau géopolitique, comment cette dimension de l'espace transforme les considérations géopolitiques, et enfin, nous allons voir si, par cette dimension supplémentaire, il y a une redéfinition qui s'opère de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, revenons sur la première question, celle du déjà dans l'espace. Ceux qui nous écoutent vont peut-être être surpris par la formulation, et on peut imaginer qu'il y a deux familles. Ceux qui vont dire, mais enfin, il n'y a là rien de nouveau, puisque le conflit spatial, ou du moins l'antagonisme entre les États-Unis et l'URSS, portait aussi sur l'espace. On se souvient de Ronald Reagan, on en parlera certainement tout à l'heure, et de la course vers la Lune qui s'était opérée. Mais aussi, une autre famille pourrait se dire, enfin, l'espace est encore un domaine très largement inexploré. Comment peut-on imaginer qu'une guerre se profile dans cet espace? Oui, c'est ça qui me paraît fondamental à poser d'emblée pour, j'ai envie de dire, justifier notre problématique et surtout montrer à quel point elle est fondamentale. Parce que là, j'aimerais d'emblée dire à l'ensemble de nos auditeurs qu'on est certainement sur une des logiques ou une des dimensions les plus importantes qu'on a eu à traiter dans l'ensemble de nos séances de rendez-vous géopolitiques depuis le départ. Parce que, comme on va y revenir, le fait que l'humanité rentre dans une nouvelle dimension, c'est quelque chose qui est quand même très très peu fréquent et dont les conséquences globalement sont très importantes, et évidemment sur les questions militaires et géopolitiques, sur lesquelles là aussi les logiques risquent d'être très très importantes. Alors, comme vous le soulignez, c'est vrai que le terme de déjà est une accroche qu'on a souhaité mettre en place, parce que ça sous-entend qu'on est au moins en phase de transition ou de transformation. Et évidemment, ça peut choquer deux catégories d'observateurs que vous avez indiquées. Les premiers qui seraient tentés de se laisser à considérer, de dire, bon, ok, mais depuis, justement, là, on va y revenir, la course entre les Américains et les Soviétiques, finalement, ça fait quand même 50, 60 ou 70 ans, selon la façon dont on se positionne, que ça existe. Et puis d'autres qui seraient un petit peu interloqués par cette remarque en disant les moyens ou les modalités d'évolution dans l'espace restant quand même très très limités par rapport aux autres dimensions terrestres, maritimes et aériennes, ce serait quand même très présomptueux ou très ambitieux que d'imaginer qu'en plus l'homme puisse déjà s'y affronter. Pourtant, on va remarquer un certain nombre d'indices qu'on est bien dans cette configuration, et me semble-t-il c'est essentiel pour qu'ensuite on puisse réfléchir davantage à cette situation géopolitique. Donc je propose de peut-être réfléchir sur cet aspect en trois temps. D'abord de voir par rapport à la première considération pourquoi il ne faut pas considérer que ça fait si longtemps que ça que la question est en place. Ensuite, pourquoi peut-être faut-il considérer qu'elle est plus en place que ce que certains pourraient croire, et on le fera dans un troisième temps avec des arguments. La première chose qu'il est indispensable de comprendre, c'est qu'il est important de ne pas faire la confusion suivante entre, on va dire, une course au symbole ou à l'hégémonie symbolique et une course militaire dans laquelle on a véritablement un combat ou un affrontement. On n'est pas du tout dans la même chose. Là, il y a une confusion, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'on a souvent, dans les manuels, dans les émissions des décennies précédentes, cette course spatiale. Alors, on a des événements qui sont très très symboliques et symptomatiques. D'abord, on a le 4 octobre 1957, le Sputnik 1 avec le fameux bip. Et donc là, c'est de rappeler à nos plus jeunes générations qu'il faut essayer d'imaginer la stupeur et même l'effroi que ça a engendré en pleine guerre froide chez les Occidentaux et en particulier chez les Américains, que de se dire les Soviétiques ont été dans la capacité technologique que d'envoyer un engin dans l'espace qui peut tourner au-dessous de nos têtes, et malgré le fait que sa taille soit très modique en fait quand on le regarde,
et que, bon, en fait, sa seule faculté était d'émettre un son, ça a été un choc psychologique énorme. Et alors, en plus, comme le colonel Yuri Gagarin, en 1961, donc soviétique, a été le premier homme à voyager dans l'espace, là, on avait l'impression que tout à coup, il y avait un ascendant soviétique, dont d'ailleurs les retombées technologiques n'étaient pas aussi évidentes que ça, mais dont la dimension psychologique et l'impression qu'elle donnait que le progrès humain venait nécessairement donc du bloc soviétique ou communiste, donc c'était un challenge. Et d'ailleurs, le challenge a été relevé, c'est le fameux programme Apollo. D'ailleurs, on a une synchronisation des dates, Olivier, n'est-ce pas, en 61, qui aboutit donc alors à cette date 21 juillet 1969, Neil Armstrong, avec cette phrase là aussi qui est quand même, alors là on peut le dire mythique, un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, et qui est assez intéressante parce qu'elle est à double facette, cette phrase, me semble-t-il. Elle est à double facette parce qu'on voit bien qu'effectivement, d'un point de vue technologique, d'un point de vue humain, on change de dimension, mais que justement, ça c'est une sorte de transition sur ce qu'on va être amené à dire, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue militaire, on va aussi changer de dimension. D'ailleurs, on a bien le drapeau américain quand même qui est planté sur le sol lunaire. Alors, même l'initiative de défense stratégique, lancée par Ronald Reagan, à hauteur de milliards de dollars, avec un écho journalistique très très important, puisque le programme avait fini par se faire appeler par les médias Star Wars, au grand effroi de George Lucas lui-même qui désapprouvait cette initiative. Donc l'idée qui consiste à dire, bon, on va réussir à s'affranchir des armes nucléaires et à faire en sorte que les États-Unis soient une sorte de sanctuaire inatteignable, car en fait on va tellement pouvoir dresser de barrières avec des lasers ou des satellites que les Soviétiques n'arriveront plus à pouvoir nous bombarder avec leurs missiles. Mais on voit bien que là aussi, oui, certes, on progresse un peu, on utilise l'espace, mais on n'est pas en combat dans l'espace, et on y reviendra, on ne combat pas sur Terre à partir de l'espace. On va y revenir. Donc, cette grille de lecture qui consistera à dire « ça fait longtemps que c'est en place », me semble-t-il est erronée, parce qu'il y a eu une rivalité qui relève beaucoup plus de la propagande, pour dire clairement les choses, ou de l'image que de la réalité que d'y pouvoir faire un combat. Bon, ça c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est de dire, bon, mais alors, ça donnerait plutôt raison à la deuxième famille, comme vous dites, ou à la deuxième catégorie de personnes, qui consiste à dire, l'espace aujourd'hui n'est pas complètement maîtrisé par les technologies, parce qu'en plus, certains techniciens avaient fait remarquer 12 mois ou 24 mois à Ronald Reagan que c'était bien beau son projet, mais qu'on était dans l'incapacité technologique de le mettre en place quand même. Il faut remettre les choses en perspective. Donc il y avait quand même une part d'intoxication pour pousser les Russes à une course à l'armement, qui bon, ce serait un autre sujet, mais qui était très présente. Et donc on serait en train de dire, l'espace, ça reste plus une dimension non maîtrisée et menaçante qu'une dimension totalement maîtrisée. Et là, il y a aussi un événement, me semble-t-il, qui était intéressant. C'était la rencontre du 17 juillet 1975 dans un sas. Ça avait beaucoup frappé à l'époque entre soviétiques et américains par l'intermédiaire d'un module avec un Soyouz et Apollo, où on avait des cosmonautes russes et des astronautes américains qui se serraient la main. Alors évidemment, la charge de la symbolique était énorme en pleine guerre froide, parce que c'était quand même sous la période Brejnev et c'est très entendu. Mais le sous-entendu là aussi, c'était que l'environnement spatial est tellement pas maîtrisé, il est tellement menaçant, on est tellement au balbutiement ou au début pour le genre humain que d'y rentrer, qu'il est hors de question qu'on y prolonge nos rivalités. Donc ça c'est vrai qu'on pourrait se dire, là, il en est encore loin. Sauf que il y a un certain nombre de paramètres, 4 à mon sens, qui sont déjà en train de montrer qu'on n'est plus tout à fait dans cette situation-là. Ces éléments, quels sont-ils? D'abord, si on regarde bien, il y a une augmentation considérable des budgets spatiaux à vocation militaire, c'est ça qu'il faut bien entendre, qui est considérable depuis 10 à 15 ans. Alors on pourrait donner une abondance de chiffres, on l'a déjà fait beaucoup sur les budgets dans une de nos séances précédentes qui était relative aux agrégats qui permettaient de mesurer les menaces accrues de conflits entre grandes puissances. Donc j'invite celles et ceux qui le souhaiteraient à revenir sur ces agrégats, mais pour n'en citer qu'un, par exemple, la Chine en 10 ans a multiplié par 8 son budget militaire spatial. Donc ça c'est quand même déjà un facteur qui n'est pas inintéressant. Il y a un deuxième facteur qui est intéressant à souligner, c'est la généralisation ou la globalisation des États qui sont concernés par une approche militaire spatiale. Parce qu'on considère qu'entre 2016
Et 2021, il y a 22 États qui ont au moins lancé un satellite à vocation purement militaire. Et ça, c'est très important parce qu'on voit bien, bon, alors, il y a spontanément, on pense aux 5 qui ont un siège au Conseil de sécurité et qui donc ont une vocation spatiale à laquelle on s'attend un peu spontanément, notamment les Russes, les Américains, les Chinois et les Français, mais il faudrait rajouter à ça aussi Israël, l'Inde, l'Italie, la Colombie, le Brésil, le Maroc, l'Iran. Et donc on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'extension, de généralisation du fait militaire spatial. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que certaines armées ont décidé de créer un commandement spatial. Quand on avait évoqué le facteur militaire dans une de nos séances précédentes au XXIe siècle et qu'on évoquait les différentes composantes au sein d'une armée, la composante terre, la composante mer et la composante air, on avait déjà eu l'opportunité de faire remarquer que certaines armées, dont l'armée américaine, a créé un centre de commandement dédié à l'aspect militaire spatial. Ça a été recréé puisqu'il y avait une première tentative puis qui avait été un petit peu mise en sommeil. Mais depuis 2019, les Américains en ont fait leur 6e composante, d'un point de vue militaire. Les Français ont aussi créé cette composante. Et les Français, d'ailleurs, c'est un point qui n'est jamais assez souligné, ont même créé une doctrine, c'est très important dans le vocable des militaires, parce que c'est-à-dire quelles sont les modalités, les logiques et les moments dans lesquels on utilise tel armement ou dans telle situation. Donc là, on voit bien qu'il y a une recherche très importante qui est faite, c'est le troisième point. Et puis, il y a un quatrième point sur lequel on va être amené à réfléchir certainement dans la continuité de nos propos lors de cette séance, c'est qu'on voit bien que d'un point de vue technique, les capacités militaires sont en train de se développer. Parce qu'au départ, on va dire, il y a un premier stade, qui est un stade assez classique au niveau militaire, qui est le stade de l'observation. On voit bien que les satellites ont la vocation, clairement, de visualiser les autres pays, voir les forces adverses, d'espionner, de donner les informations. Et si vous me permettez, j'associerais dans cette première étape la géolocalisation avec Galileo, le GPS, qui permet clairement de savoir nous où est-ce qu'on en est et où sont les autres, ce qui nous permet de nous affranchir totalement du fameux brouillard de guerre de Clausewitz, où on se dit, bon, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est où sont-ils et parfois même où sommes-nous, c'est où sont nos propres troupes, parce que des fois, ce n'était pas toujours évident au XIXe siècle, ça peut paraître idiot. Et puis, il y a une deuxième phase, qui là aussi est en progression, qui consiste à dire, on commence à avoir des moyens de destruction. On commence, plus ou moins maîtrisés, parce qu'on sait bien, alors, soit par des lasers, soit par des brouillages électroniques, soit par même parfois des débris de projectiles, parce qu'il faut comprendre que même des débris dont la taille est relativement modeste, lancés à grande vitesse dans l'espace, peuvent avoir des conséquences redoutables sur les satellites. Donc on voit bien que déjà là, on est en train de glisser dans d'autres modalités. Ces 4 points doivent nous amener à considérer que pour bien comprendre où est-ce qu'on en est dans la progression du champ militaire, dans la dimension spatiale, il ne va pas forcément être inutile que de faire des comparaisons avec les antécédents ou les précédents. Oui, vous le dites, il y a cette dimension spatiale qui s'ouvre. Ce n'est pas la première fois qu'une dimension s'ouvre par le fait des progrès technologiques, des bons technologiques qui ont été opérés. Et évidemment, quand on pense en termes de géopolitique, on pense en termes de logique, en termes de configuration, de rapport de force, d'avantages compétitifs ou comparatifs sur son adversaire. Une nouvelle dimension, c'est un nouvel inconnu qu'il faut arriver à maîtriser. Et c'est là où l'intérêt est de revenir en arrière aussi. Oui, cet intérêt est d'autant plus prononcé qu'il y a vraiment quelque chose qui est capital à intégrer, qu'on a commencé à ébaucher et sur lequel on reviendra peut-être en guise de conclusion, c'est que finalement dans l'histoire de l'humanité, c'est un peu interpellant même que d'être amené à dire une phrase comme celle-là, les situations dans lesquelles on s'est retrouvé dans la capacité de se transposer dans un nouvel espace, si vous me permettez, on utilisera une nouvelle dimension pour éviter la confusion sur ce que peut amener le terme espace, sont non seulement très très faibles, mais sont exceptionnellement rares. Si on y réfléchit bien, quelles sont les dimensions? La dimension terrestre, bon, enfin, on peut considérer qu'elle a été plus ou moins spontanée, il faut dire clairement les choses, donc voilà, ça c'est réglé. La dimension maritime, qui déjà, elle a été un peu différente, parce qu'on pourrait dire, bon, très vite dans l'Antiquité, les grandes puissances ont une maîtrise maritime, mais on pourrait rajouter que on a mis du temps à s'affranchir de l'impossibilité que de quitter trop une navigation côtière, et qu'il a fallu du temps pour, par exemple, traverser l'océan Atlantique. Donc déjà là, c'est différent.
Et puis, il y a une troisième dimension qui, à mon sens, est essentielle et sur laquelle je vais m'arrêter très vite un instant parce que je pense que la vraie comparaison est là, c'est sur la puissance aérienne. Encore avant que de faire cette comparaison, de préciser qu'il ne faudrait pas faire une confusion entre ouverture d'une nouvelle dimension et puis progrès technologique au sein de cette dimension. Parce que par exemple, si on prend les missiles balistiques avec les 20 et les V2 en 44-45, ou si on fait le franchissement du mur du son avec les avions à réaction dont les capacités ont augmenté dans la deuxième partie du XXe siècle, on n'en reste pas moins dans la même dimension pour dire comme une chose. Donc finalement, là, on est en train de dire, il n'y en a eu que 3 par le passé. Parmi ces 3-là, c'est effectivement celle qui concerne l'espace aérien qui me paraît la plus opportune, parce que là, peut-être au risque de surprendre certains de nos éditeurs, d'abord, sa maîtrise n'a pas été aussi spontanée et évidente qu'on veut bien le croire. J'aurais tendance à considérer, moi, que le travail se fait globalement de 1914 à 1945. Ce qui montre que... et ça peut surprendre, parce qu'en 14, figurez-vous, et là, ça va être intéressant pour faire une analogie, au départ, avec les modalités techniques qui sont assez réduites, le seul champ militaire qu'on a à l'aviation, justement, c'est le fait d'observer l'adversaire. Donc, on a des biplans là qui survolent l'adversaire. Parfois même, pour dire comment les choses, la prolongation des ballons dirigeables ou des zeppelins. Quand on pense qu'on a pu penser à une époque qu'on allait faire des bombardements stratégiques avec des zeppelins, dont on aurait dû penser que spontanément la fragilité ne leur permettait pas d'avoir une telle finalité, on voit bien les tâtonnements sont là. Et donc déjà, on avait les observateurs. Et puis alors tout d'un coup, sont nés les chasseurs, dont on pourrait se délecter pendant des dizaines de minutes d'expliquer les modalités techniques, parce que aujourd'hui ça paraît évident, mais je vous prie de croire, Olivier, que quand il fallait monter une mitrailleuse sur un avion de 14-18, avec la question qu'il s'agissait de comment on fait pour actionner la mitrailleuse et comment fait-on pour l'actionner sans que ça soit la première chose qu'elle touche, ça soit l'impact de l'hélice de l'avion qui commande, enfin ça a posé un tas de problèmes techniques. Donc on a fini, j'aurais presque envie de dire, par pouvoir s'affronter en paix, on s'affranchissait de toutes ces questions techniques. Donc on avait les chasseurs qui étaient là à la fois pour se débarrasser des curieux qui étaient en train de survoler les lignes, ou pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être curieux dans les lignes adverses. Et là, on voit bien la symétrie qu'on est déjà en train de mettre. Et puis, on est seulement dans un troisième temps arrivé dans le bombardement aérien, parce que comme on avait des informations très loin derrière les lignes adverses, on s'est dit, tiens, on va pouvoir projeter des bombardements avec la dimension aérienne. Si là, maintenant, on fait une comparaison avec ce qu'on a dit précédemment, ce dont on se rend compte sur le fait que le militaire ou le champ militaire s'approprie l'espace, on serait donc au deuxième stade. Puisqu'on a la communication et la géolocalisation, observation, puis on a le fait de plus ou moins commencer à neutraliser, mais on n'a pas encore le fait de pouvoir attaquer depuis l'espace des cibles terrestres. Donc ça, c'est pas encore en place, même si il y a déjà l'installation, certains pays réfléchissent à l'installation de bases spatiales, dont on voit bien que certaines technologies pourraient laisser à penser qu'on pourrait assez rapidement aboutir à un tel résultat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment pleinement dans l'intégration de la dimension spatiale sur les questions militaires, ça c'est clair, et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'états-majors ont une peur, c'est de subir l'équivalent d'un 7 décembre 1941, un Pearl Harbor, une attaque surprise. Alors ça, évidemment, c'est très présent chez les Américains, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient politiques, parce que la crainte, c'est que tout d'un coup, on soit totalement aveugle, parce que l'adversaire ayant décidé de faire une attaque surprise, il brouille ou détruit totalement tous vos moyens spatiaux, et donc se trouve, lui, dans la situation que vous rend aveugle, et de pouvoir vous attaquer de façon inopinée. Donc là, on voit bien qu'on y est totalement, même si, évidemment, certains pensent que de par la spécificité de la dimension spatiale et des technologies qui y sont attenantes, il y a forcément des particularités qu'il va falloir mettre en place sur cette dimension. Oui, parce que là, on voit le jeu des similitudes ou des ressemblances entre une situation antérieure et celle-ci. On peut penser aussi qu'il y a une vraie singularité de cette projection vers l'espace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est la limite de l'exercice. Quand on fait une comparaison comme celle-là, on va dire, bon, mais alors, si on plaque le passé, on risque de ne pas avoir l'opportunité que de voir les innovations qui seraient vraiment inhérentes non seulement à la nouvelle dimension dans laquelle on est en train de rentrer, mais aux technologies qu'elles conduisent. Et donc, ces comparaisons ne seraient pas forcément aussi efficaces. Et là, il y a un certain nombre de paramètres
qui sont mis en avant par les observateurs. Le premier paramètre qui est mis en avant par les observateurs, alors là je vous prie de croire qu'il y en a plusieurs, je le trouve un peu paradoxal d'ailleurs, ils disent bon mais en fait il n'y a jamais eu de combat dans l'espace, donc personne n'en a l'expérience. On aurait dit oui mais ça c'est une sorte, comment dire, évidemment c'est un peu paradoxal de dire oui jusqu'à temps qu'il y ait un premier combat, enfin je veux dire, donc on doit sentir déjà spontanément que je ne suis pas totalement convaincu par cet argument, c'est-à-dire il n'y a pas eu de combat, oui jusqu'à temps qu'il y en ait un. Bon. Et j'ai l'impression que tous les arguments qu'on va être amené à énoncer dans cette continuité-là ne sont pas d'ailleurs très probants. Parce qu'il y en a certains qui disent oui, alors il y a une autre différence majeure, c'est que dans l'espace, on confond, on cumule 3 champs qu'on a l'habitude de totalement différencier en stratégie militaire, qui sont bien connus, le tactique, le stratégique, et puis celui qu'on appelle en français opérationnel, mais ce n'est pas une traduction qui est totalement opportune, qui serait l'étape intermédiaire. Et donc là, on dirait, bon, tout est un peu confus et mélangé, parce que de par l'endroit où on frappe, l'espace et les cibles qu'on pourrait atteindre, qui seraient très larges et qui seront communes, on est à la fois dans le tactique et le stratégique. Et dans la continuité, il y aura un troisième argument qui consiste à dire, on ne voit plus très bien si c'est militaire ou si c'est civil. Parce qu'en fait, si on frappe la communication du pays, bon, ça gêne les militaires, mais ça gêne complètement les civils. Donc on voit bien que là, il y a une imbrication qui est très importante. Et puis il y a 2 derniers points qui consisteraient à dire, en plus, dans l'espace, on a la capacité à être totalement inconnu, à frapper de façon non visible et à pouvoir cacher son identité. Parce que les modalités militaires aujourd'hui sont encore très réduites. Mais si on commence à aligner l'équivalent en termes d'effectifs d'un certain nombre d'engins spatiaux, je me demande s'il sera toujours aussi facile que d'être dans cette certitude. Et puis surtout, il y a un dernier argument qui me laisse un peu pantois. On dit il y a très peu de victimes. Oui, évidemment. Mais je ne suis pas totalement convaincu que si on était dans la capacité à frapper des pays de l'espace, on arrive dans une économie de vie humaine qui pourrait se prolonger. Moi, je ne crois pas que les vraies différences soient là. Je pense que la vraie différence, paradoxalement, elle va renforcer la dimension militaire, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune régulation, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi dans l'espace. Et que justement là, c'est plutôt un facteur qui va accélérer la militarisation de l'espace. Parce que si on regarde bien, quelle est la situation ? Il y a un traité qui a été mis en place en 1967, et la seule chose qu'il est dite, c'est qu'on s'interdit d'envoyer des bombes nucléaires de l'espace. Ok. Mais alors par contre, il y a une deuxième remarque, c'est on ne met pas de limite parce que l'espace doit être libre à tout le monde et ouvert à tout le monde. Alors c'était perçu comme une liberté. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus une menace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de règles, et tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. D'ailleurs, quelle est la seule initiative qui est prise récemment par les Chinois et par les Russes? C'est de limiter les armements. Bon, a priori, ça peut paraître une idée remarquable. Mais là, il y a 2 choses qu'il faut dire. La première, c'est qu'il ne faut pas être totalement naïf. Les Chinois et les Russes sont d'autant plus pressés d'essayer de mettre en place un traité sur la limite des armements dans l'espace qu'ils savent que les Américains sont très en avance. Donc en fait, on se demande si c'est plus avec l'envie de limiter véritablement l'armement dans l'espace ou si c'est plus avec l'envie que de gêner les Américains pour pouvoir les rattraper dans un deuxième temps. D'autant plus que, dans leur proposition, les Russes et les Chinois n'intègrent pas les armements qui seraient basés au sol anti-satellitaires qu'eux ont beaucoup développés. Donc on voit bien déjà toute l'ambiguïté de la démarche. Ce qui est assez intéressant à rappeler, c'est que d'ailleurs, toutes ces démarches-là sont toujours assez ambiguës et sont généralement peu porteuses de succès. Et là, il y a une comparaison peut-être qui étonnera nos auditeurs, mais que je fais avec le traité naval qui avait été signé à Washington en 1922, parce qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'idée c'était de dire, bon, c'était intéressant, projection des flottes océaniques, on va s'interdire de construire des navires trop puissants, trop destructeurs, notamment des croiseurs lourds ou des cuirassés, en limitant les tonnages, les armements, etc. etc. Et les 5 pays principaux avaient été signataires, suivis par d'autres. Seulement, ce dont on se rend compte, c'est que, paradoxalement, il y a beaucoup de pays qui ont très vite cherché à contourner, même s'ils n'étaient pas signataires, le traité de Washington. Je pense notamment aux Japonais et aux Allemands d'ailleurs. Et alors, ce qui est assez savoureux, c'est quand on relit les récits de l'époque,
c'est que dans les pays signataires, on reprochait beaucoup aux techniciens, aux ingénieurs d'être dans l'incapacité de reproduire les navires que faisaient certains pays. Ils avaient l'air d'atteindre des capacités incroyables en termes de vitesse nautique ou de blindage. Mais en réalité, c'est parce qu'ils respectaient tout simplement pas les traités. Ça, on le sait aujourd'hui. De même que quand les Anglais voulaient absolument s'efforcer d'interdire la guerre sous-marine après la Première Guerre mondiale, soi-disant sous un vocable moral, on sait très bien qu'en réalité, c'est que comme la fameuse Royal Navy dominait totalement les mers, à tel point qu'elle était la première puissance maritime, et qu'elle était tellement puissante, ça étonne toujours les étudiants, qu'elle était supérieure en quantité à la somme de la Deuxième mondiale et de la Troisième mondiale cumulée, on a bien compris que la menace, que les sous-marins étaient plus une menace pour eux, parce que ça permettait plus facilement de remettre leur hégémonie en jeu. Donc on voit bien qu'en l'occurrence, il ne faut pas quand même s'attendre là non plus véritablement à un frein, et on se rend bien compte avec l'accélération de la technologie et peut-être d'autres facteurs sur lesquels on va entrer maintenant, parce qu'il va falloir en tirer des conclusions, des discussions, que définitivement, l'espace est en train de devenir une dimension militaire, on va dire, complète, voire totale. Si on considère donc qu'on est entré dans cette phase, est-ce qu'il y a des leçons géopolitiques qu'on peut déjà en retirer, et si oui, lesquelles? Il y a deux grandes leçons géopolitiques qu'on peut tirer de ça. Une qui sera peut-être dans un premier temps plus immédiate, plus large, je serais tenté de dire presque plus philosophique, mais plus globale. Et puis une deuxième plus interpellante qui va nous conforter dans la perspective d'une dynamique structurelle ou d'une dynamique de fond telle qu'on a déjà pu commencer à les esquisser dans les séances précédentes. Si on regarde bien, on voit bien clairement qu'on est non seulement dans une accélération, mais dans un élargissement du champ militaire. Ça, c'est très clair. Et cet élargissement du champ militaire, il est double. D'abord, il est au niveau des sociétés humaines elles-mêmes. Je vais tâcher de m'expliquer. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, et y compris jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a une ligne de front et on a les arrières, qui sont plus ou moins clairement délimitées. D'ailleurs, on a des unités qui font des rotations, c'est célèbre avec l'armée française à Verdun en 1916. Et donc là, jusqu'à ce moment-là, c'est assez délimité. Et avec l'avènement de l'aviation, qui va être accéléré avec l'avènement spatial, et on pourrait rajouter, d'ailleurs on va y venir, l'intelligence artificielle et les communications par le net, on a une guerre totale. Donc là, c'est une première dimension qui me paraît importante. Et puis là, il y a une deuxième dimension, et qui apparaît seulement, me semble-t-il, depuis une trentaine d'années, et que deux colonels chinois, dans un ouvrage qui s'appelait « La guerre hors limite », publié en 1999, avaient bien mis en évidence, à l'issue d'une étude sur la première guerre en Irak, c'était intéressant, où on voyait bien que, de par leur supériorité technologique, déjà, les Américains avaient pulvérisé l'armée irakienne, et que là, on n'était plus sur des simples questions d'effectifs, parce qu'ils avaient une telle maîtrise aérienne, une telle maîtrise de la communication, de l'électronique, qui permettait de brouiller l'adversaire. On voit bien que là, on est sur une guerre hors dimensionnelle ou hors zone, parce que maintenant, le champ, le spectre de la guerre, dans ces deux sens, en sens de menace et en sens d'amplitude, est en train de s'élargir considérablement, parce que maintenant, à partir de l'espace, en plus, on peut viser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et on serait presque tenté de dire, en appui avec l'informatique, l'intelligence artificielle et la communication, par n'importe quel moyen. Donc là, ça nous amène à une deuxième déduction qu'on avait eu l'occasion de sentir dans nos séances dédiées aux questions militaires. Il semble bien quand même que l'appréhension de l'espace par les questions militaires conforte le fait qu'en géopolitique, le temps des rivalités entre grandes puissances est pleinement revenu. Fabrice, je vous propose de rester sur cette conclusion. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis.